Je vais essayer de m'en tenir à ce thème parce que tous les thèmes de la journée, évidemment, prêtent à discussion et bon, ils le sauront, mais on va se concentrer sur ces questions d'habiter. J'utilise le terme d'endurance pour signaler que vivre, ici sous l'angle de l'habiter, signifie toujours entrer dans des dynamiques d'affectation réciproque entre corps et milieu. Endurer ne renvoie pas à une simple capacité individuelle de résistance, mais à des formes de recomposition continue des relations écologiques et sociales dans des environnements contraints. Et cette manière de poser la discussion résonne avec la notion d'alter-vie qui a été proposée par l'historienne des sciences Michel Murphy, malgré des atteintes et des déséquilibres, à maintenir des prises sur son environnement, à continuer d'habiter un milieu devenu risqué. L'endurance signale une dynamique d'ajustement, d'usure, mais aussi de recomposition. Alors, pour en discuter, je vais m'appuyer sur une série d'enquêtes que j'ai menées en France et en Europe, dont j'ai pu rendre compte dans un ouvrage qui est paru aux presses de l'École des Mines en 2023. Il faut savoir qu'en sciences sociales, les territoires industriels, les territoires pollués, ont surtout été traités à travers du prisme de la justice environnementale, soit principalement des mobilisations et des conflits. Alors c'est important, il faut travailler sur les mobilisations et les conflits. Mais il faut aussi s'intéresser aux conditions ordinaires d'existence dans des environnements qui sont durablement contaminés. Et c'est là précisément que se situe ma contribution, en fait, sur l'impact des pollutions sur les pratiques et les relations sociales. Que se passe-t-il en dehors des phases de mobilisation qui, de toute façon, ne peuvent pas toujours durer? Comment cohabite-t-on avec la pollution industrielle, donc qui dégrade l'habitabilité désignant ici l'ensemble des propriétés matérielles, mais aussi sociales, qui rendent un lieu vivable, mais aussi hospitalier et d'une certaine manière aussi désirable. Comment les populations concernées œuvrent à maintenir dans l'adversité des conditions de vie décentes dans des environnements dégradés, parfois considérés de l'extérieur comme difficilement vivables. Que perçoivent et qu'attendent les personnes concernées? Comment, en documentant les formes de la violence lente, pour reprendre un autre terme d'un sociologue, associée à la pollution industrielle, la documenter sans réduire ces situations à des dynamiques de dégradation seules? Alors moi, comme je l'ai dit, je me suis intéressée aux pratiques sociales. Et les pratiques, elles ont il y a plusieurs raisons de s'y intéresser. Elles peuvent être des vecteurs d'exposition, elles peuvent être aussi des indicateurs de contraintes et de servitude dans ces territoires, et puis aussi elles peuvent indiquer des pistes de récupération dans ces territoires, inspirer peut-être un conseil sanitaire qui n'est pas toujours adapté aux conditions réelles de vie dans ces territoires. Et ça, j'ai pu m'en rendre compte sur différents terrains. Très souvent, les évaluations des risques sont faites sur des suppositions. Il n'y a pas d'enquête sociologique pour connaître les pratiques, et c'est vraiment un angle mort sur l'évaluation des risques dans ces territoires-là. Alors cette recherche s'est étalée sur une dizaine d'années et elle a bénéficié de plusieurs collaborations interdisciplinaires qui associaient des spécialistes de géosciences, de l'épidémiologie et aussi de la sociologie en France, en Espagne et au Portugal. Alors la dimension comparative de mon projet visait à mettre en évidence les différences, mais aussi des similitudes entre les sites étudiés pour identifier des tendances communes, des variations locales dans les manières d'habiter avec la pollution. J'ai mobilisé conjointement des méthodes qualitatives et quantitatives. Et j'insiste sur le recours au qualitatif qui est essentiel. Je reprends une citation du sociologue Phil Gramm qui dit que le rôle des citoyens ordinaires, qui sont généralement les premiers à détecter les crises de santé environnementale, ne peut être pleinement compris qu'à travers une recherche qualitative. Lorsque les habitants d'un quartier tentent de comprendre ce qui leur arrive, ils se heurtent souvent à un parcours long et compliqué avant de pouvoir agir. Ils ont à leur actif une multitude d'expériences
Et là, c'est moi qui rajoute expérience, qui ne se prête pas immédiatement à la quantification. Bien évidemment, pour comparer, généraliser certaines des observations, on a eu recours, avec les différentes équipes avec lesquelles j'ai travaillé, à la quantification, mais on a toujours commencé par des études qualitatives. Donc, je me suis intéressée notamment pour comprendre les conséquences de la pollution sur la vie ordinaire aux activités domestiques, celles liées à l'entretien du foyer, au jardinage, mais aussi à toutes les pratiques qui relèvent des loisirs et sports de plein air, pour cibler des profils d'habitants diversifiés et pas simplement en rester aux membres des associations de protection de l'environnement qui sont les plus audibles dans l'espace public. Cette démarche m'a permis d'accéder à une pluralité de points de vue sur les dégradations environnementales et sur les manières dont elles sont appréhendées. Alors, depuis 2024, pour être exact, j'ai aussi élargi mon champ d'enquête en participant à des enquêtes collectives sur des terrains extra-européens, d'abord au Sénégal avec l'observatoire de Sébikotane-Diamniadio, et puis en Équateur, avec pour objectif de documenter d'autres altervies et formes d'endurance. Au Sénégal, il y a maintenant la thèse d'Anna Diop-Dubois qui poursuit ses travaux, et puis en Équateur, une autre thèse, celle de la doctorante Héloïse Mathieu, là, qui travaille plutôt sur les activités d'orpaillage. Mais la logique est la même, comparée avec d'autres configurations socio-environnementales. Alors je ne peux pas, dans le temps qui m'est imparti, présenter l'ensemble de ces cas, mais je vais me concentrer sur un cas un petit peu emblématique, le cas de Fos-sur-Mer, où j'ai mené ma première grande enquête et affiné progressivement mes méthodes. Je présenterai d'abord les principales particularités de ce terrain qui a été structurant pour mes recherches. Alors Fos-sur-Mer, vous voyez quelques éléments là sur la diapo. C'est un territoire marqué par de fortes ambivalences. On y trouve une des plus grandes zones industrielles d'Europe, qui s'étend sur près de 10 000 hectares. Et voilà, on y trouve aussi une vingtaine de sites métallurgiques, pétrochimiques classés Seveso, des installations aussi d'incinération des déchets et des installations liées plutôt à la logistique du port. À proximité, tout ça, de communes, où on trouve à peu près à Fos-sur-Mer 15 000 habitants, à Port-Saint-Louis-du-Rhône 8 000. Dans le même temps, ce territoire comprend 54 000 hectares d'espaces naturels, dont une partie bénéficie de mesures de protection environnementale. Enfin, ce territoire fait l'objet régulièrement d'alertes et de controverses qui concernent les effets sanitaires et environnementaux des activités industrielles. C'est donc un territoire où coexistent de manière contradictoire, frontale, développement industriel, préservation de la nature et préoccupation en termes de santé publique. Ce dont j'ai pu me rendre compte au cours de mes enquêtes, c'est que loin d'être invisibles, les pollutions, qui sont les résidus des activités productives, gagnent en tangibilité en s'accumulant, au sens où elles deviennent perceptibles sous la forme de fumée, de poussière, de mousse, d'effluents colorés ou iridescents dans l'eau. Il existe tout un florilège pour qualifier ces phénomènes. Vous en voyez quelques représentations là, dans les photos d'Estareja, Portman, Vivier, Fos ou Salinde. Quand on prend la peine d'interroger les habitants, on comprend mieux ce qu'ils endurent. Le problème, c'est que très souvent, on insiste sur le caractère invisible des pollutions, et c'est vrai que les molécules sont invisibles, sauf que ces pollutions, en s'accumulant, elles gagnent, vous voyez, en visibilité, en tangibilité, et elles vont constituer, dans certaines situations, ce qu'on peut appeler sièges sensoriels, des expériences contraintes et incommodantes pour les habitants. À Fos-sur-Mer, il y a des panaches et des fumées colorées dont les habitants disent qu'ils sont émis en particulier la nuit. Les personnes qu'on a interrogées identifient souvent les causes et les sources de ces pollutions parce qu'elles travaillent ou elles connaissent des gens qui travaillent dans les usines, elles identifient les dysfonctionnements. Mais elles sont bien impuissantes et ce qu'elles se contentent de faire très souvent, c'est de prendre des photos pour documenter, partager ces expériences contraignantes de sièges sensoriels, éventuellement transmettre ces éléments de preuve, d'indices
à l'Institut éco-citoyen, qui est, bon, je ne vais pas en parler ici, je pourrais en parler très longtemps, mais qui est une association qui mène un travail exemplaire pour quantifier justement ces pollutions qui, pour les habitants, sont vécues sur un mode intime. C'est une expérience incorporée. Alors, qu'est-ce qui est cité le plus souvent à Fos-sur-Mer? Ça, c'est le résultat d'une enquête quantitative qui a été justement menée avec l'Institut éco-citoyen. Eh bien, c'est les poussières et les odeurs qui apparaissent comme les nuisances les plus fréquemment citées, en comparaison avec un site témoin. Et ces phénomènes sont à l'origine de troubles récurrents, des irritations des yeux, de la gorge, des voies respiratoires, des maux de tête, des nausées, de la fatigue. Ils participent à une dégradation de la santé globale au sens de l'OMS, bien avant l'apparition de pathologies chroniques plus lourdes qu'on va mettre 10, 20 ans, 30 ans à pouvoir voir apparaître et mesurer. Donc il y a des impacts sur la qualité de vie et sur la santé globale immédiate contre lesquels il est toujours possible de prendre des actions. Pourtant, toutes ces perceptions, ces expériences incarnées des pollutions, elles sont minimisées par les autorités et opposées aux risques mesurés, objectivés dans les dispositifs de surveillance. Elles ne font pas, évidemment, de la part des habitants l'objet spontané de quantification, mais elles constituent des indices fiables des expositions qui mériteraient de plus amples investigations et qui pourraient aussi aider à réorienter la surveillance. Ce qui m'a interpellée, et même choquée, je dois dire, sur ces différents terrains, c'est la déconnexion complète entre les dispositifs réglementaires de surveillance des pollutions et les expériences ordinaires. Ça conduit à des situations parfois très paradoxales où on a des incidents qui sont considérés immédiatement sans mesure par les autorités comme sans conséquence parce que les capteurs n'enregistrent rien, pas de dépassement de seuil en tout cas, alors même que les fumées, les odeurs, les retombées de poussière ont fortement incommodé les habitants. Et ça crée quand même des situations de controverse et puis de défiance qui sont préjudiciables pour tous à très long terme. Alors les expériences de la pollution ne sont pas simplement sensorielles, elles s'appuient aussi sur toute une série d'indices. J'ai parlé des photos tout à l'heure, ça c'est des photos de phénomènes, mais il y a d'autres indices qu'on peut relever dans l'environnement proche. Les habitants évoquent fréquemment des mortalités animales inhabituelles, ou des atteintes à la végétation, mais ces observations sont souvent reléguées aussi au rang d'anecdotes dans la littérature. Pourtant, elles occupent une place importante dans la manière dont les populations perçoivent et interprètent la dégradation de leur milieu. Alors, encore une fois, les contaminants, les molécules sont invisibles à l'œil nu, mais pour les habitants, il y a tout un tas de signes de prise qui leur permettent de décrire ce qui est en train de se passer dans leur environnement. Ils étayent leurs observations par des photographies, des relevés personnels. Ça ne porte pas simplement atteinte potentiellement à leur santé, mais ça porte atteinte aux écosystèmes. Et dans ces territoires-là, moi j'ai eu beaucoup de témoignages d'habitants qui me disaient observer et souffrir de la disparition, du déclin de certaines espèces qui réduisent les possibilités d'interaction. Par exemple, un habitant de Port-Saint-Louis-du-Rhône m'expliquait qu'il souffrait du manque d'oiseaux, du manque de grenouilles qu'il n'observait plus dans l'environnement. Et là, on voit bien finalement un appauvrissement du monde commun qui est une simplification des écosystèmes qui est vécu dans l'intimité aussi des personnes comme un drame. Pour autant, je vais passer vite, mais ces sites industriels ne se réduisent pas à leur dégradation. Ils conservent des attraits, des aménités que les habitants tiennent à préserver. Et la résistance aux pollutions, ça peut être des mobilisations, mais ça peut être aussi un refus de se voir dépossédé de ces espaces et de ces interactions qu'on apprécie, sociales, écologiques, en occupant ces espaces, en maintenant des pratiques pour célébrer ces environnements, en prendre soin, tout en se ménageant, parce que c'est important, on ne peut pas être dans l'hypervigilance tout le temps, des conditions de vie supportables. Je vous donne un exemple. Voilà Georges. Georges est un docker retraité qui habite Port-Saint-Louis-du-Rhône. Il est chasseur et il est pêcheur. Et lui, quand il parle de son territoire, il dit qu'il y a de la pollution, c'est vrai, mais il y a du travail.
De la même manière, Georges considère qu'il a un accès privilégié à des environnements d'exception, à l'embouchure du Rhône, entre fleuve et marais, et il considère que l'accès à ces espaces-là, il est un peu braconnier aussi, il a un cabanon dans un espace qui est touché par un plan de prévention des risques d'inondation, il considère quand même que c'est la juste contrepartie d'une vie abîmée par les usines. Il ne voudrait pas perdre ces accès-là et ces aménités à cause d'un durcissement de la réglementation environnementale. Autre exemple, vous avez Didier, qui est ouvrier de la pétrochimie et ornithologue amateur, volontaire au sein du réseau pour l'observation citoyenne de l'environnement de l'Institut éco-citoyen de Fos. Et lui, il considère que depuis qu'il habite Fos, paradoxalement, il s'est rapproché de la nature. Il n'en demeure pas moins qu'il évoque de gros nuages de poussière rouge, des odeurs, qui l'obligent à fermer ses fenêtres. Il habite en étage dans un immeuble, il a une vue particulièrement dégagée sur les usines d'ArcelorMittal. Mais bon, voilà, il est asthmatique et ça lui pose un certain nombre de problèmes. De même, il dit qu'il ne va pas sur la plage de Fos-sur-Mer. Il considère que les fonds marins sont pollués aux métaux. Alors ces différents témoignages, c'est du qualitatif, mais rassemblés, ils sont quand même significatifs. On en tire vraiment des observations pertinentes. Et moi, elles m'ont permis de forger la notion d'habitant attaché, qui permet de qualifier des personnes qui ne sont pas complètement des sujets autonomes auxquels on pourrait dire vous avez le choix, vous connaissez votre environnement, pourquoi vous déménagez pas, ou des habitants qu'on pourrait considérer finalement comme dans le déni, dans la mauvaise conscience, etc. C'est des habitants qui peuvent à la fois apprécier leur lieu de vie et refuser d'en être davantage dépossédés, tout en étant encastrés dans des relations denses, humaines, plus qu'humaines, qui les obligent au sens fort du terme. Et ça se traduit par des pratiques de soins socio-écologiques actifs, des efforts de précaution singuliers, des gestes dans le quotidien. Donc, il ne s'agit pas simplement de parler d'attachement au lieu. C'est très pauvre finalement là, si on considère l'attachement comme un attachement au lieu, ça ne rend pas compte de toute cette diversité des formes d'attachement qui mènent des dimensions matérielles, sociales et écologiques, dans lesquelles Fos-sur-Mer, par exemple, peut apparaître à la fois comme un espace fortement contraint, un lieu qui rend malade, et en même temps un milieu de vie investi, décrit comme un petit paradis ou un pays de cocagne. Hubert, un bon exemple, il est membre du comité de feu de Fos-sur-Mer depuis 25 ans, il protège la colline qu'il considère comme le poumon vert de sa ville. Mais il évoque aussi les salins où il aime se promener, les artémias, les flamands. Malgré une erreur d'identification, je pense qu'on peut retenir son intuition écologique concernant l'habitabilité. Il explique clairement que les conditions de vie et d'oxygénation dépendent des relations entre différentes formes de vivants dont il veut justement prendre soin. Marcel est un ancien gendarme. Il a habité à Paris, il n'a pas supporté, il est retourné vivre à Port-Saint-Louis-du-Rhône, parce que c'est ses entrailles, comme il le disait. Il est devenu à la retraite un supplétif autoproclamé de la police de l'environnement. Et après avoir réchappé à 2 noyades, il estime que c'est de son devoir de nettoyer la mer, parce qu'il lui est redevable. Au-delà de ces pratiques, au-delà de ces attentions, ces pratiques de soins, j'ai recueilli par les enquêtes qualitatives et aussi avec l'Institut éco-citoyen dans le cadre d'enquêtes quantitatives un certain nombre de déclarations sur les contraintes liées à la cohabitation avec les pollutions. Alors ça s'exprime par des inquiétudes, de l'exaspération qui peuvent donner envie de déménager dans les moments les plus anxiogènes, même si globalement les gens déménagent assez peu et le foncier est très recherché à Fos-sur-Mer. Au-delà de ces émotions négatives, je voudrais quand même attirer votre attention sur un point. 46% des Phocéens estiment que la pollution se traduit par des désagréments et un surcroît de travail dans la gestion domestique de la maison et des jardins. Plus rares sont ceux qui modifient leurs pratiques de loisirs, mais dans le cadre de l'intimité des foyers, eh bien oui, il y a des efforts de ménage supplémentaires qui sont requis. Alors j'ai essayé de classer de manière un petit peu transversale sur les différents terrains les déclarations pour essayer de documenter ces pratiques un peu... Je n'utiliserai pas adaptation parce que ça pose un certain nombre de problèmes, mais
plutôt endurance, justement. Alors vous avez des habitants qui choisissent d'habiter un quartier qu'ils jugent moins exposé qu'un autre, qui se réfugient ponctuellement dans leur résidence secondaire à la montagne pour s'oxygéner, pour jardiner, pour ramasser les champignons, parce qu'ils ne peuvent plus le faire chez eux. Ou carrément, ça c'était à Salindre, à Viviers dans l'Aveyron, eh bien des gens qui déclarent avoir changé la terre de leur jardin eux-mêmes parce qu'elle était contaminée. D'autres ventilent leur maison, filtrent leur air, leur eau, sans savoir véritablement si c'est efficace. Mais en tout cas, ils espèrent se protéger ou, comme cela m'a été rapporté, passer entre les gouttes. Ces ajustements affectent la consommation des produits du jardin qui sont jugés suspects ou au contraire plus sûrs. Des habitants déclarent manger bio ou d'origine géographique contrôlée pour contrebalancer les effets néfastes des pollutions. D'autres déclarent qu'ils jettent à la poubelle les légumes que leur offrent leurs voisins parce qu'ils ne font plus confiance. Donc là, on voit qu'il y a quand même un effort sur les modes de sociabilité, un impact négatif sur les modes de sociabilité. Pour les loisirs de prédation, j'ai noté soit des abandons, on arrête de ramasser les champignons, soit des modulations, on va le faire ailleurs, on cible d'autres espèces pour la pêche, soit une relocalisation et même des préparations différentes. Un habitant de Fos-sur-Mer, par exemple, me disait qu'il consommait les salades sauvages, mais qu'il les mettait à tremper toute une nuit pour espérer les consommer dans de bonnes conditions. C'est la même chose pour le sport. Certaines limitent leur pratique les jours de pollution ou s'y adonnent ailleurs. Je vais conclure. Donc, j'ai appelé ces ajustements discrets et personnels des ethnométhodes. C'est des efforts qui visent à contenir les effets délétères des pollutions, aussi parce que les habitants sont laissés dans l'ignorance, on ne leur donne pas un conseil, il n'y a pas de conseil sanitaire véritablement adapté à leur pratique. Donc il y a des tactiques qui sont déployées par les habitants les plus attachés, qui dessinent des formes de vie à la fois contraintes et actives, où les habitants cherchent à tenir leur milieu autant qu'à s'y tenir. Et donc ça renvoie à des formes de résistance à de plus amples dépossessions et qui portent en creux des aspirations à d'autres manières d'habiter ces territoires. Et elle donne à voir, je terminerai là-dessus, sur ce que j'ai proposé d'appeler en ouverture de communication une forme d'endurance, une manière de composer dans la durée avec des milieux dégradés en maintenant des prises, des attachements, mais aussi des capacités d'action malgré l'usure et les contraintes. Je vais arrêter là parce que je pense que le temps est... Merci beaucoup Christelle.